Salut à toutes et à tous les amis. Alors quand on parle donc de la colonisation française à travers le monde, on parle souvent de la Nouvelle-France, on parle aussi de l'empire colonial français avec l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, Madagascar. Mais ce qu'on oublie c'est que aussi la France a eu parmi ses colonies donc l'Indochine. Donc l'Indochine que vous devez sûrement connaître via la guerre d'Indochine et via la guerre du Vietnam, mais on parle moins de la conquête donc de la Cochinchine et de l'Indochine, et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant donc pour vous de découvrir un petit peu plus sur ce territoire, comment la France a récupéré ce territoire et comment la France l'a géré. Alors, la implantation donc française en Indochine trouve ses origines sous le règne de Louis XV, après la perte des territoires indiens sous influence française, à l'issue de la guerre de 7 ans en 1763. Toutefois, en raison de finances exsangues, le projet colonial en Indochine peine à se concrétiser. Sous Louis XVI, en 1787-88, la France parvient néanmoins à obtenir la cession du port de Tourane et de l'archipel des îles Pulo-Condor. Cependant, ces possessions sont perdues au cours de la période révolutionnaire entre 93 et 95. Lors de la Restauration, à partir de 1815, sous le règne de Louis XVIII, la situation économique de la France reste fragile, en raison des guerres napoléoniennes. Durant le congrès de Vienne en 1815, Talleyrand tente de préserver les colonies françaises, mais les territoires de Tourane et Polo Condor ne sont ni mentionnés ni réclamés dans les négociations. Par conséquent, donc, les territoires ne sont pas intégrés à l'Empire britannique et restent libres de toute domination européenne, maintenant ainsi la possibilité d'une future expansion coloniale française en Indochine. Ils se disent, tiens, si on peut quand même peser sur le point international, on va essayer de le faire. Du moins, c'est ce qu'ils se disent. Toutefois, dans l'immédiat, la France n'est pas en mesure de revendiquer ces territoires en raison d'un manque de ressources financières, d'une instabilité sociale et d'une monarchie fragile. En 1830, donc, le début de la conquête de l'Algérie et les troubles internes à la France retardent encore davantage tout projet de colonisation en Indochine. La conquête donc de l'Algérie se poursuit entre 1830 et 1849, mobilisant des ressources considérables. Donc on le voit, là où par exemple l'Angleterre maîtrise les mers et maîtrise bien ses colonies, là on voit que la France est totalement mise en retrait et totalement en retard par rapport par exemple à l'Angleterre, et on voit que les finances économiques de la France sont instables, et c'est ce qui provoque le retard de cette colonisation. Alors cela va avancer donc, avec le XVIIIe siècle, où il y a des missionnaires donc, catholiques, notamment français, mais aussi espagnols, portugais, italiens, qui s'installent en Indochine. C'est à cette époque que le jésuite français Alexandre de Rhodes met en place la transcription en alphabet latin du vietnamien, connu sous le nom de Quoc Ngo. Cette évangélisation donc s'étend au Tonkin, nord du Vietnam, à la Cochinchine, le sud, et au Cambodge, entre 1658 et 1700, avec des figures marquantes comme le missionnaire François Palou, envoyé au Tonkin en 1661. C'est toutefois dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que les contacts donc, entre la France et l'Indochine se renforcent, notamment lors du conflit opposant les Nguyen aux Taïson. Chassé de son fief en Cochinchine, Nguyen Han sollicite le soutien de l'évêque français Pierre Pignot. Ce dernier se rend à Versailles pour obtenir de l'aide de Louis XVI, qui accepte donc de soutenir Nguyen Ha en échange de la cession des îles de Hoi Han et Polo Condor, ainsi que les droits commerciaux qui s'établissent petit à petit. Malgré cet accord, Pignot de BN ne parvient pas à obtenir l'envoi de troupes, son projet étant entravé par l'administration des établissements français de l'Inde. Revenu en Asie du Sud en 1789, il a vu une armée privée pour aider Nguyen Han à reconquérir son territoire. Ce dernier, une fois victorieux, devient l'empereur Gyalong et instaure la dynastie Nguyen, bien que reconnaissant envers Pignot et Bihan, Gyalong limite les contacts avec l'Occident et restreint les échanges commerciaux à quelques ports. Il tolère quand même la présence des missionnaires catholiques.
Son successeur adopte une politique plus répressive à l'égard du christianisme, interdisant en 1825 l'entrée des prêtres étrangers sur le territoire. Malgré cette interdiction, les missionnaires continuent à opérer clandestinement. En 1835, le père Joseph Marchand est accusé d'avoir participé à une révolte chrétienne. Il est torturé et exécuté. Donc cet événement suscite l'indignation des milieux catholiques français qui exhortent Louis-Philippe à intervenir contre les persécutions. Les motivations pour une intervention en Asie du Sud ne se limitent pas à des raisons religieuses. La marine française met en avant donc l'intérêt stratégique de Toran, tandis que les milieux d'affaires et militaires soutiennent un projet d'expansion face à l'implantation britannique en Chine après la première guerre de l'opium. Vous savez, c'est le narco-État là. On en a déjà parlé, je vous partagerai la vidéo. François Guizot envisage sérieusement d'occuper Tourane en se fondant sur les accords conclus par Pignot et BN. Cependant, la monarchie de Juillet renonce à une intervention militaire, d'autant plus que la conquête de l'Algérie et la prise d'Alger accaparent l'attention et les ressources de la France. La colonisation de l'Indochine est repoussée en raison de points financiers considérables de la campagne algérienne et des priorités stratégiques françaises de l'époque. Mais ils vont revenir, attention, ce n'est que partie remise pour les Français. Alors j'utilise maintenant ma célèbre machine qui va avancer dans le temps pour qu'on comprenne l'histoire de cette expansion. Donc sous le Second Empire, la France subit une triple pression, religieuse, militaire, commerciale, qui la pousse à intervenir en Indochine. Les milieux catholiques, préoccupés par la répression des missionnaires et des chrétiens vietnamiens sous le règne de l'empereur Tu Duc, exhortent Napoléon III à agir. Celui-ci, conscient du poids politique des catholiques en France, se montre réceptif à leurs revendications. Par ailleurs, la marine française, désireuse d'étendre son influence en Asie, soutient activement une politique d'expansion. Enfin, les cercles politiques, notamment l'industrie textile lyonnaise, en quête de nouvelles sources d'approvisionnement, voient en Indochine un territoire stratégique pour combler le retard commercial de la France sur le Royaume-Uni, déjà bien implanté en Extrême-Orient avec Hong Kong et ses échanges florissants avec la Chine. Ensuite, l'empire d'Annam, officiellement appelé d'Ainam, se trouve alors dans une situation précaire. Son armée est obsolète, peine à faire face aux troubles internes exacerbés par des catastrophes naturelles et des difficultés économiques. Des fois, la nature n'est pas pour les rois. Dans le même temps, la révolte des Taiping affaiblit l'empire Qing en Chine, empêchant ce dernier d'apporter son soutien à son vassal vietnamien face aux ambitions françaises. Il n'y a que des galères. Il y a des galères partout à ce moment-là. En 1856, Charles de Montigny, consul de France à Shanghai et en mission diplomatique à Siam, est chargé de transmettre à l'empereur l'opposition de la France à un nouvel édit réprimant les chrétiens. Une altercation éclate alors à Tourane lorsqu'un navire français bombarde la ville après un malentendu. Les autorités locales se disent prêtes à négocier pourtant. Il va y avoir des dialogues quand même. Ils sont pas fermés, ils se boudent pas, tu voyais. Ne me boudez pas non plus, les amis. Mais les discussions traînent. Montigny quitte finalement les lieux en 1857 en menaçant l'Amam de représailles si les persécutions continuent. Tiduk réagit en durcissant sa politique antichrétienne, ce qui renforce la détermination de Montigny à plaider en faveur d'une intervention militaire française en Cochinchine. Pour ceux qui ne voient pas la Cochinchine, c'est la partie sud de l'Indochine. Toutefois, la guerre de l'opium retarde l'opération. Vous voyez, en fait, les Français sont devenus aussi un narco-État. Les Français deviennent des dealers. Par exemple, les Français ou les Anglais, ils arrivent en Chine, ils disent « Est-ce que tu veux un 10 balles ?» Vous voyez, ils disent « J'ai un 10 balles du bon shit », comme ils appellent ça, ou du bon opium. Je te vends un 10 balles. Et acheté en Chine, tout simplement. Ce n'est qu'après l'exécution de l'évêque espagnol Diaz en 1857 et la fin du conflit en Chine que la France peut agir. Et elle agit en août 58. Il y a l'amiral Rigaud de Guenoy qui débarque à Tourane avec un corps expéditionnaire franco-espagnol de 2300 hommes. Cependant, les conditions difficiles, la résistance vietnamienne et les maladies entravent le siège. Constatant l'échec de l'opération, Rigaud de Guenouille est remplacé par le contre-amiral Page, qui finit lui aussi par abandonner l'offensive en mars 1860. Vous voyez, on parle souvent de Dien Bien Phu, de la guerre d'Indochine, mais déjà à l'époque, en 1860, ils ont eu du mal à battre les Indochinois.
En revanche, à Saigon, donc une garnison franco-espagnole parvient à résister jusqu'à l'arrivée des renforts envoyés depuis la Chine par l'amiral Charnay. Affaibli par un soulèvement interne, mené donc par une rébellion chrétienne, Tiduk accepte de négocier. Le 5 juin 1862, le traité de Saigon est signé. La France annexe 3 provinces de la Cochinchine, ainsi que Pulo Condor, et obtient l'ouverture de 3 ports au commerce français et espagnol. La France renforce ainsi sa présence en Indochine, tandis que l'Empire annamite doit également renoncer à sa suzeraineté sur le Cambodge. Alors, si vous voulez bien, mais si vous voulez pas, vous m'arrêtez tout de suite. Donc si vous m'arrêtez pas, je vais continuer, mais je vais vous parler un peu du Cambodge. Donc à cette époque, donc le Cambodge est un état vassal à la fois du Siam et de l'Amman, tandis que son roi, Norodom, peine à asseoir son autorité. Voyant donc l'intervention française une opportunité de se libérer de la tutelle siamoise et vietnamienne, il sollicite l'aide de la France. Le 11 août 1863, le gouverneur de la Cochinchine, l'amiral de la Grandière, signe un traité instaurant un protectorat français sur le Cambodge. Bon, eux, ils peuvent pas se voir entre Cambodge, Vietnam, Siam, c'est la galère, c'est les embrouilles, je me permets de le dire. Bien que le Cambodge proclame temporairement sa vassalité à la fois envers la France et le Siam, l'influence siamoise s'affaiblit progressivement au profit des Français. Les gens les peuples indo-chinois et du Cambodge préfèrent l'influence française que siamoise. En 1867, le Siam abandonne ses droits sur le Cambodge en échange d'une reconnaissance de sa souveraineté sur les provinces de Battambang et d'Angkor, jusqu'alors sous influence cambodgienne. Cependant, les questions de ces territoires vont ressurgir. Ça va être encore des embrouilles. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand tu t'es embrouillé à la soirée parce que ton pote t'a pas payé la tournée. Et il s'en rappelle, le gars. Il se rappelle que tu payes pas les tournées. Après la conquête de la Cochinchine, l'administration du territoire est entièrement confinée, à la marine française. Jusqu'en 1879, date de nomination du premier gouverneur civil Charles Lemire des Villers, la colonie demeure sous l'autorité des amiraux, période connue sous le nom de Cochinchine des amiraux. Ça, j'imagine que vous ne connaissiez pas. Durant ces premières années, les Français doivent encore faire face à des guérillas locales. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme dans la guerre d'Indochine, des guérillas à travers les forêts, à travers des petites guerres où les guerrieros se cachent. Bon, là, c'est des guerrieros indochinois. De son côté, l'empereur Tiduk espère toujours récupérer les provinces perdues. Il envoie en 1863 une ambassade menée par le mandarin Phan Ton Giam afin de négocier le passage de la Cochinchine sous un régime de protectorat et propose de céder certaines villes en échange du retour d'une partie des territoires annexés. Cependant, tout ça, ça reste vain et c'est ce qui marque l'échec des efforts diplomatiques vietnamiens face à l'expansion française en Indochine. Donc là, c'est la grosse embrouille, c'est la grosse galère pour l'empereur Tiduk. On est à ce moment-là, dans les années 60. Bien sûr, 1860, pas de quiproquo. Donc la question coloniale en Extrême-Orient divise les milieux politiques français. Si Napoléon III ne se montre pas particulièrement favorable à une expansion lointaine, les cercles libéraux, préoccupés par les coûts d'une telle entreprise, l'incitent à accepter l'offre de Tiduk. Toutefois, l'entourage de l'empereur, constitué de militaires et de figures du parti colonial, plaide pour une politique plus interventionniste. En juillet 1864, un traité favorable aux demandes annamites est signé, mais il est rapidement remis en cause sous la pression des colons, de l'opposition républicaine et de milieux d'affaires de Saigon. Finalement, Napoléon III refuse de ratifier. Malgré la signature de la paix en 1863, la Cochinchine reste un territoire instable, marqué par des incursions régulières des troupes annamites. Il y a une attaque, par exemple, en juin 1866, qui pousse l'amiral de la Grandière à ordonner l'annexion de 3 provinces supplémentaires, Shau Doc, Hai Tien et Vinh Long. Bon, vous l'avez vu, j'ai appris un petit peu de vietnamien pour cette vidéo. Phan Ton Giam, envoyé son ambassade pour négocier avec les Français, échoue et met fin à ses jours. Bon, là, c'était un petit peu extrême. Bon, il n'avait pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Il a fait harakiri. L'invasion provoque l'abandon de nombreuses terres agricoles en Cochinchine.
Dès 1864, des arrêtés permettent aux gouverneurs français d'acquérir une part importante des terres communales, notamment dans les provinces de l'Ouest. Ces territoires, devenus propriété de l'administration coloniale, sont ensuite mis en vente par lot. La plupart des acheteurs sont des Viettes, qui forment une nouvelle classe de grands propriétaires terriens. De leur côté, les Français privilégient le commerce et l'exportation du riz plutôt que sa production. Cette organisation agricole fait rapidement de la Cochinchine un moteur économique de l'Indochine française. Vous voyez, donc le petit ritail que tu achètes au Super U, à l'époque, ça venait d'Indochine. Dès lors, l'enjeu colonial en Extrême-Orient ne se limite plus à l'accès au marché chinois, mais s'oriente vers l'exploitation des ressources locales, notamment les terres rizicoles du delta du Mékong. Ça me rappelle ma famille quand ils me parlaient de ces histoires. Le 15 juillet 1867, un traité franco-siamois officialise le protectorat français sur le Cambodge. Cependant, des révoltes éclatent, notamment sous l'impulsion des fils de Phan Thanh, Giam. L'administration coloniale peine à combler le vide laissé par le retrait des mandarins annamites. Parallèlement, des ambitions coloniales françaises marquent une pause en raison de l'expédition du Mexique et des troupes politiques en métropole, notamment la guerre de 1870 et la Commune de Paris. Donc il y a des missions d'exploration, bien évidemment, qui sont menées donc par Ernest Dudar et Lagrée et Francis Garnier sur le Mékong et le Yangtze-Kiang, qui met en évidence l'intérêt stratégique du Tonkin. Ils sont convaincus que le fleuve Rouge est la clé d'un accès commercial vers la Chine, et ils militent pour une expansion française dans cette région. Cette idée séduit les milieux d'affaires français en Chine, notamment le négociant Jean Dupuy, ainsi que les soyeux lyonnais, les missionnaires catholiques, la marine et l'administration de Cochinchine. Ils sont tous chauds, ils sont très nombreux. L'opportunité se présente en 1873 lorsque Dupuy, bloqué à Hanoï par les mandarins annamites, sollicite l'aide des autorités françaises. Le gouverneur de Cochinchine, Dupré, envoie alors Francis Garnier avec pour mission de secourir Dupuy. Cependant, Garnier voit plus loin et cherche à imposer l'ouverture au fleuve Rouge au commerce français et établir un protectorat partout sur le Tonkin. Son succès est de courte durée. Le gouvernement de Sonté s'allie à Liu Xiongfu, chef des pavillons noirs, des mercenaires chinois redoutables. Garnier et ses hommes, confrontés à une guérilla persistante, sont en difficulté, et Garnier est tué lors d'un affrontement. Peu après, Dupré ordonne le retrait des troupes françaises, préférant désavouer une initiative qui ne faisait pas l'unanimité en métropole. Bon, tout ceci est un échec un petit peu cuisant, on peut le dire. Mais donc, les Français vont arrêter, puis vont repenser à cette colonisation en 1870. C'est soutenu par les milieux d'affaires, la marine, les intellectuels. La colonisation est perçue comme une solution à la stagnation industrielle et comme un moyen de maintenir le prestige de la France sur la scène internationale. Une campagne politique et médiatique pousse la révision du traité de Philas et la conquête du Tonkin, présentée comme une porte d'entrée vers le marché chinois. Les partisans de cette expansion, surnommés les Tonkinois, font pression sur le gouvernement. Parmi eux, Jules Ferry joue un rôle clé. Il est toujours là, lui, quand il faut coloniser des territoires, il adore. Dès 1881, un budget est préparé pour une intervention. En 1882, sous le gouvernement Freycinet, le commandant Rivière est envoyé à Hanoï pour faire respecter le traité de 1874. Ensuite, le 19 mai 1883, Rivière est tué lors d'un affrontement avec les pavillons. Cet événement permet à Jules Ferry, devenu président du Conseil, d'obtenir le vote des crédits nécessaires pour une intervention militaire. En août 83, Courbet mène une offensive contre Hué, la capitale impériale. On est alors le 25 août. Un traité impose le protectorat français sur la Mame et le Tonkin. D'accord. Et ensuite, malgré tout, l'accord de Tientsin officialise le retrait des troupes chinoises du Tonkin et un second traité est signé en juin 84 qui scelle la domination française sur la Mame. Le sceau impérial chinois est fendu, marquant symboliquement la fin de l'influence chinoise en Indochine. Ainsi, la France achève sa conquête du Tonkin, confirmant son contrôle sur l'ensemble de l'Indochine et ouvrant une nouvelle ère de domination coloniale en Asie. Bien sûr, la guerre franco-chinoise reprend après des embuscades chinoises à Langshan, entraînant des ripostes françaises avec l'attaque de Fuzhou
et le blocus de Taïwan. En 1885, donc, il y a la retraite de Lang Son qui provoque une crise politique, poussant Ferry à la démission. Un traité signé en juin met fin au conflit, la Chine renonce au Tonkin. Les Français achèvent alors la conquête du Vietnam à Hue, le jeune empereur Nam Hy fuit et lance la résistance Chang Vung, tandis que les Français placent Do Kan sur le trône. La révolte des lettrés et la piraterie donc, compliquent également la domination française sur le territoire. Alors, bien évidemment, avec la fin de la guerre franco-chinoise et la soumission du Vietnam, la France consolide son emprise sur l'Indochine. Cependant, la résistance locale, notamment le mouvement Chang Vung et la piraterie, démontrent que la conquête militaire ne signifie pas un contrôle total. La pacification du territoire prendra encore plusieurs années, marquant le début d'une colonisation qui façonnera durablement l'histoire de la région. On peut voir donc que la révolte cambodgienne avait battu son plein. Les Français continuaient de faire face à l'insurrection Can Vuong du Vietnam. En 1885, la rébellion s'étend à Lamam, où les partisans de l'empereur déchu Am Hing et du régent Tông Ta Tuệ contrôlent plusieurs provinces du nord. Jusqu'en 88, les forces coloniales et leurs alliés vietnamiens parviennent seulement à disperser les guérillas sans réussir à les éliminer. Malgré les difficultés, les Français bénéficient du soutien des communautés chrétiennes, victimes des persécutions, et donc l'affaiblissement du mouvement débute avec l'exil de Tông Ta Tuệ en Chine en 1887, suivi de l'arrestation de Nam Minh Chi en 88, entraînant son exil en Algérie. Bien que l'insurrection se poursuive sous la direction des chefs comme Tung Ha, les Français commencent à enregistrer des victoires décisives en 1891. Peu à peu, le mouvement s'effondre, incapable de rivaliser avec la puissance militaire et technologique des Européens. Son manque de cohésion, l'absence d'un projet politique clair, contribuent à sa disparition, se limitant à défendre la légitimité impériale. La révolte perd son élan alors que la dynastie Nguyen ne fait plus consensus et que les Français gagnent progressivement la confiance des mandarins. L'abandon du Vietnam par la Chine en 1985 puis son rapprochement avec la France lors de la guerre sino-japonaise de 1994 prive les insurgés de tout soutien. La cour impériale elle-même cherche à préserver la dynastie à tout prix et elle finit par se rallier aux Français, ce qui discrédite la monarchie qui aux yeux de la population vire côté français. Ce virement brise le lien traditionnel entre l'empereur et la nation vietnamienne, renforçant l'idée que le souverain a perdu le mandat céleste. En revanche, au Cambodge, où la royauté conserve un rôle symbolique fort, la colonisation contribue à renforcer l'association entre le pouvoir monarchique et l'identité nationale. La dernière campagne contre les insurgés vietnamiens se déroule en 1995-1996, après quoi les Français établissent un contrôle décisif sur le territoire. Cette vidéo, si elle vous a plu, pensez à l'aimer, la partager et commenter. Pensez à laisser un petit don sur Tipeee. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.